Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, mademoiselle Fatima Zohra Hamdia, vous allez présenter donc votre travail de doctorat en sciences, spécialité chimie, intitulé Étude expérimentale des interactions donneur-accepteur des métabolites secondaires aspiridine, rutine et resveratrol, sous la direction de Madame Amira Beylia Habiba, ici présente, et en présence donc des membres de jury, moi-même donc en tant que président, et Madame Bensouila Najidia de l'Université STHB Alger, et Monsieur Ben Ahmed Nazoud, professeur à l'Université de Biskra, et Madame Messiel Hanan, en tant qu'invité, docteur à l'Université de Constantine III. Donc vous pouvez commencer. Bonsoir. Aujourd'hui, je présente mon travail de thèse qui a l'intitulé de Étude expérimentale des interactions donneur-accepteur des métabolites secondaires hespéridine, rutine et resveratrol, selon le plan de travail suivant. Alors, je commence par une introduction générale, puis je vais présenter le but de ce travail. Après, je passe au complexe de transfert de charge, puis matériel et méthode. Après, résultats et discussions, et finalement, conclusion et perspective. Alors, pour l'introduction générale, dans le règne végétal, on distingue deux métabolites. Les métabolites primaires, qui sont essentiels à la vie de la plante, et ils sont impliqués dans les fonctions de base telles que la croissance, le développement et la reproduction. Exemple sur les métabolites primaires, on a les sucres, les lipides, les acides aminés. Leur rôle est la construction des cellules, la production d'énergie et le fonctionnement général de l'organisme. Le deuxième type des métabolites sont les métabolites secondaires. Ce sont des métabolites produits par un organisme souvent à la fin de la croissance et dont la synthèse n'est pas essentielle à la vie de la plante. Le rôle des métabolites secondaires, il y a plusieurs rôles, tels que la défense contre les prédateurs, l'attraction des pollinisateurs, comme les abeilles, la protection contre les rayonnements UV. Exemple, ou bien on a trois grands types de métabolites secondaires qui sont les terpénoïdes, les alcaloïdes et les acides, ou bien les composés phénoliques ou bien polyphénols. Les polyphénols, on a plusieurs sous-classes, les flavonoïdes, les stilbènes, les tannins, les anthocyanes et les acides phénoliques. Les polyphénols ont plusieurs propriétés biologiques, telles que l'activité ou bien la propriété antioxydante, anti-inflammatoire, régulation de la glycémie ou bien hypoglycémique. Ils ont des effets sur le système cardiovasculaire, amélioration de la santé intestinale. Les polyphénols ne sont toujours pas considérés comme médicaments à part entière à cause de leur faible biodisponibilité, leur faible instabilité, leur interaction avec d'autres composés alimentaires et parfois ils ont des effets secondaires potentiels à forte dose. Alors, pour surmonter ce problème de faible biodisponibilité et faible d'instabilité, plusieurs stratégies ont été développées. Plusieurs stratégies ont été développées, surtout pour améliorer la biodisponibilité des polyphénols et leur stabilité et leur ciblage.
Pour améliorer la biodisponibilité des polyphénols, on peut modifier leur structure chimique par glycolysation ou par acylation ou par éthérification. Deuxième stratégie, c'est la formulation galinique, telle que les encapsulations et la micronisation. Pour améliorer la stabilité des polyphénols, on peut, il y a la protection contre l'oxydation et le choix de solvants et de conditions de stockage. Pour améliorer le ciblage des polyphénols, c'est-à-dire l'action sur le site visé dans le corps, on a l'utilisation des systèmes de transport spécifiques tels que la conjugaison des transporteurs spécifiques et l'utilisation des transporteurs magnétiques. Donc, la complexation par transfert de charge est l'une des stratégies. En plus des stratégies citées au précédent, on a la complexation par transfert de charge, qui est l'une des stratégies développées pour améliorer l'efficacité des médicaments en optimisant leur solubilité, leur absorption, leur stabilité et leur biodisponibilité pour avoir une meilleure efficacité thérapeutique et une réduction des effets secondaires. Donc, les complexes de transfert de charge. Donc, la complexation par transfert de charge implique la formation d'un complexe entre un donneur d'électrons et un accepteur d'électrons. Cette interaction crée un nouveau composé avec des propriétés physico-chimiques différentes de celles des composants individuels, c'est-à-dire l'interaction entre les donneurs et les accepteurs, fait varier ou bien augmenter ou bien les propriétés physico-chimiques et améliorer ces propriétés. Les molécules du complexe peuvent être liées à des forces non covalentes telles que les liaisons hydrogènes et les forces de Van der Waals. Les donneurs de charge. Ce sont des molécules ou bien une molécule ou une partie de molécules avec une densité électronique élevée capable de céder un électron à une autre molécule. Les types de donneurs, on a 3 types de donneurs, les donneurs pi, les donneurs n et les donneurs sigma. Nous, les donneurs qu'on a travaillé avec sont l'hespéridine, la rutine et le resveratrol. Pour l'hespéridine, c'est une flavanone, un sous-type de flavonoïde caractérisé par un squelette de base C6C3C6, naturellement présent dans les agrumes, comme le citron. Il a plusieurs activités biologiques, telles que l'activité anti-inflammatoire, antioxydante, vénotonique, anticancéreuse, neuroprotectrice et antivirale. Là, récemment, la complexation de l'hespéridine avec la bêta-cyclodextrine a été étudiée et il a été démontré que la solubilité de l'hespéridine peut être nettement améliorée. L'hespéridine présente une stabilité chimique et enzymatique suffisante dans les solutions aqueuses et les matrices biologiques. Deuxièmement, la rutine. La rutine est un flavonoïde aussi appartenant à la sous-classe des flavonols, composé d'un flavonol qui est la quercétine et d'un disaccharide, le rétinoside. Elle a plusieurs activités biologiques aussi, activités antioxydantes, anti-inflammatoires, vasoprotectrices, hépatoprotectrices et neuroprotectrices anticancéreuses. Le complexe de transfert de charge de la quercétine, qui est la partie aglycone de la rutine en tant que donneur avec le tétracyanoéthylène comme accepteur, a été étudié dans différents solvants.
Le troisième donneur, c'est le resveratrol. Il appartient à la famille des stilbènes, une sous-classe des polyphénols. Il se présente sous deux formes isomères, 6, resveratrol et trans, resveratrol, et c'est la forme la plus abondante dans la nature et la plus active biologiquement. Aussi, le resveratrol représente plusieurs activités biologiques, antioxydantes, anti-inflammatoires, anticancéreuses, cardiovasculaires, neuroprotectrices et anti-âge. Donc, la combinaison du resveratrol avec d'autres atomes ou molécules ou sa complexation avec des cyclodextrines, par exemple, pourrait améliorer ses propriétés physico-chimiques et aussi son potentiel biologique. Les accepteurs de charge. Les accepteurs utilisés dans ce travail sont la DDQ et le tétracyanoéthylène. Commençons par la DDQ. La structure chimique, le nom UPAC. La DDQ a une forte affinité électronique et donc c'est un excellent accepteur d'électrons. Le tétracyanoéthylène est un électrophile et il peut subir des additions nucléophiles, un très fort accepteur d'électrons. Les complexes donneurs-accepteurs avec le tétracyanoéthylène ont des propriétés électroniques intéressantes. Je passe maintenant au but de travail. Le but de travail est la synthèse ou bien la formation de complexes de transfert de charge entre les trois métabolites secondaires cités précédemment, qui sont l'hespéridine, la rutine et le resveratrol, avec les accepteurs P d'électrons, qui sont la DDQ et le TCN. Et aussi l'étude de ces complexes en solution dans le méthanol et l'éthanol par spectrophotométrie UV visible. Et par la suite, la préparation des complexes à l'état solide et la caractérisation de ces complexes à l'état solide, bien sûr, par spectrophotométrie infrarouge et Raman du proton. Le protocole expérimental suivi était pour l'étude en solution. On a la méthode des rapports molaires pour la détermination de la composition des complexes de transfert de charge. Alors, pour cette méthode, on prépare deux solutions, l'une du donneur, l'autre de l'accepteur, de même concentration. On a utilisé une concentration de 10 à la puissance moins 5 mol par litre et dans le même solvant pour les deux partenaires. Alors, on trace la courbe de variation de l'absorbance en fonction du rapport molaire D sur A. Et on obtient deux droites de pente différentes. Le point d'intersection correspond au rapport molaire donneur-accepteur. La deuxième méthode pour déterminer la composition ou bien la stoichiométrie des complexes de transfert de charge, c'est la méthode de Job ou bien la méthode des variations continues. Pour cette méthode, on a préparé une série de solutions du donneur et de l'accepteur qui a été préparé dont le nombre total de moles reste constant, alors que le nombre de moles de l'accepteur et de donnant sont variables. Le graphique de l'absorbance en fonction de la... puis on a tracé les graphiques de l'absorbance en fonction de la fraction molaire du donneur sur l'accepteur et obtenu deux droites. Le point d'intersection représente la composition ou bien la stoichiométrie du complexe donneur-accepteur. La méthode de Vélizy-Hildebrand a été utilisée pour déterminer les constantes de stabilité ou bien constantes de formation et le coefficient d'extinction molaire des complexes de transfert de charge selon l'équation suivante. La méthode de Van't-Hoff a été utilisée pour déterminer les paramètres thermodynamiques, l'enthalpie, l'énergie libre, l'enthalpie standard et l'entropie standard. Selon les équations suivantes, pour l'évaluation du potentiel d'ionisation, on a évalué ce facteur
par l'équation dérivée par Al-Wazi et Pinacaro. Pour la détermination des valeurs des énergies de transition, on a utilisé l'équation développée par Brigler. Donc, pour l'estimation de l'énergie de résonance Rn des complexes de transfert de charge, on a suivi ou bien utilisé l'équation suggérée par Brigler et Sikal. La force d'oscillateur, qui est une mesure de la probabilité de transition entre les bornes de transfert de charge, a été calculée ou bien estimée par cette équation. Le moment dipolaire de transition est calculé selon l'équation qui apparaît. Deuxièmement, pour l'étude des complexes de transfert de charge à l'état solide, on a préparé ces complexes à l'état solide, puis on a les caractérisés par spectrométrie infrarouge et RMN du proton. Résultat et discussion. Pour les spectres électroniques UV visibles, donc la complexation par transfert de charge a été suivie par UV visible. Premièrement, la réaction de l'hespéridine avec la DDQ. Donc, l'addition de concentration croissante de l'hespéridine à une solution de DDQ de concentration constante a provoqué une augmentation de l'absorption à 2 longueurs d'onde et l'apparition d'un point isobistique à 400 nanomètres. Deuxièmement, la réaction de l'hespéridine avec le tétracyanoéthylène. Le spectre électronique de tétracyanoéthylène contenant diverses concentrations d'hespéridine dans le méthanol a montré ce spectre. Oui. Donc, le spectre a montré une bande d'absorption à 252 nanomètres qui n'appartient ni à celle du donneur ni à celle de l'accepteur. L'absorption à cette longueur d'onde augmente avec l'augmentation de la concentration de l'hespéridine et un point isobistique. On a un point isobistique à 270 nanomètres. Donc, toutes ces remarques sont en faveur avec la formation du complexe de transfert de charge entre l'hespéridine et le tétracyanoéthylène. Troisièmement, la réaction de la rupture avec la DDQ. On a ce spectre-là qui montre un déplacement hypsochrome de la bande du donneur apparaissant initialement à 266 nanomètres à 259 nanomètres et un point isobistique à 404 nanomètres. Quatrièmement, la réaction de la rutine avec le tétracyanoéthylène. Voilà ce spectre qui a montré un déplacement hypsochrome de la bande à 365 nanomètres du spectre de la rutine, seul à 358 dans le complexe, et une augmentation de l'intensité de cette bande d'absorption et l'apparition toujours d'un point isobistique à 420 nanomètres. La réaction du resveratrol avec les deux accepteurs DDQ et TCNE. Ce spectre est le spectre électronique du complexe resveratrol DDQ dans l'éthanol. Il montre un déplacement batochrome de la bande d'absorption à 290 nanomètres dans les spectres du donneur libre vers 286 nanomètres. Une augmentation de l'intensité de cette bande d'absorption. Un point isobistique est apparu à 352 nanomètres. Finalement, la réaction du resveratrol avec le tétracyanoéthylène, elle donne ce spectre-là. Ce spectre montre le déplacement batochrome de la bande d'absorption initialement absorbée à 294 nanomètres à 305 nanomètres
L'intensité de la bande d'absorption augmentée avec des concentrations plus élevées de resveratrol et un point isopestique à 356 nanomètres. Toujours l'étude en solution. Pour la détermination de la composition des complexes de transfert de charge formés, la stoichiométrie pour tous les complexes était de 1. Alors, les graphes montrent que la stoichiométrie était de 1,1 pour tous les complexes. Pour la détermination de la constante de formation, KCT et le coefficient d'extinction molaire des CTC formés, donc on a le premier tableau représente les valeurs de KCT et le coefficient d'extinction molaire par la réaction de l'hespéridine avec les deux accepteurs DDQ et TCNE dans le méthanol et l'éthanol à différentes températures. Alors, on remarque que les valeurs de KCT les plus élevées ont été dans l'éthanol pour le complexe hespéridine DDQ et même pour le complexe hespéridine TCN. Juste avec le curseur, je montre à peu près le. Ah. Voilà. Oui, c'est comme ça. Les valeurs élevées sont en couleur. Alors, les valeurs de KCT de l'hespéridine DDQ sont supérieures à celles de l'hespéridine TCNE à cause de la plus grande affinité électronique de la DDQ par rapport au TCNE. Les valeurs de KCT des complexes de transfert de charge n'ont pas été affectées par l'augmentation de température pour ce complexe, pour le complexe de l'hespéridine avec les deux accepteurs, DDQ, la DDQ et le TCNE. Pour l'effet de solvant, les KCT ou bien les constantes de stabilité ou bien de formation sont plus élevées dans l'éthanol que dans le méthanol. Les KCT aussi augmentent avec la diminution de la constante diélectrique du solvant. Donc la figure suivante montre les tracés de Bénécy-Hildebrandt pour les complexes hespéridine TCNE et hespéridine DDQ dans l'éthanol à 284 nanomètres, ainsi que la détermination spectrale de la KCT du complexe hespéridine DDQ et hespéridine TCNE dans les deux solvants. Pour la détermination toujours de la constante de formation et du coefficient d'extinction molaire, pour les complexes de rétine et resveratrol avec les deux accepteurs DDQ et TCNE à différentes températures, on a les tableaux suivants. Donc, ce tableau montre les valeurs de KCT et le coefficient d'extinction molaire des complexes de transfert de charge de la rétine avec les deux accepteurs. La plus grande valeur de KCT est le complexe rétine TCNE dans le méthanol à 255 nanomètres en jaune. Le deuxième tableau, donne les valeurs de KCT du resveratrol avec les deux accepteurs. Donc les valeurs les plus élevées pour le complexe du resveratrol avec les deux accepteurs sont celles dont l'éthanol, les valeurs avec le DDQ sont les plus élevées dans l'éthanol à 293 nanomètres.
ils sont de l'ordre de 10 à la puissance 4. Donc, pour les complexes formés avec la rutine et le resveratrol, on a remarqué que les KCT des complexes de rutine DDQ et resveratrol DDQ sont plus élevés dans l'éthanol que dans le méthanol. Les valeurs KCT de ces complexes augmentent avec la diminution de la constante d'électrique. Quant au complexe d'arythine et le resveratrol avec le tétracyanoéthylène, les valeurs sont plus élevées dans le méthanol que dans l'éthanol. C'est-à-dire c'est l'inverse du premier. L'arythine et le resveratrol, alors on peut dire que l'arythine et le resveratrol interagissent plus fortement avec le tétracyanoéthylène dans le méthanol que dans l'éthanol. Ces figures présentent la détermination spectrale ainsi que le coefficient d'excitation molaire des complexes de transfert de charge DDQ et récune TCME dans le méthanol et dans l'éthanol. Les figures suivantes représentent la détermination spectrale de KCT et coefficient d'excitation molaire du complexe resveratrol DDQ et resveratrol TCME dans toujours les deux solvants méthanol et éthanol. Passons maintenant au fait de la température pour ces deux complexes, les complexes avec de l'arythine et le resveratrol avec les deux accepteurs. Donc les valeurs de KCT du complexe de transfert de charge rétine DDQ restent inchangées dans la plage de température de 15 à 25 degrés, ce qui indique la stabilité de ce complexe. Les valeurs de KCT pour les complexes rétine DDQ augmentent avec l'augmentation de température dans l'éthanol. Pour le complexe rétine TCME dans l'éthanol, les valeurs KCT sont constantes, c'est-à-dire une grande stabilité de ce complexe dans l'éthanol. Les valeurs de KCT pour le complexe rétine TCME dans le méthanol augmentent avec l'augmentation de température et les constantes de formation des complexes de transfert de charge formés avec le resveratrol augmentent de façon régulière avec la température. L'influence de la température sur la constante de formation du complexe de transfert de charge resveratrol DDQ dans l'éthanol est plus marquée que celle observée pour le même complexe dans le méthanol. Alors, les figures ci-dessous montrent l'effet de la température sur les KCT et les coefficients d'excitation molaire du complexe de transfert de charge rétine DDQ et rétine TCME dans l'éthanol et dans le méthanol. Ces figures montrent les valeurs de l'effet de température sur les KCT et le coefficient d'excitation du complexe resveratrol avec le DDQ et avec le DDQ dans l'éthanol et aussi avec le tétracyanoéthylène dans le méthanol et l'éthanol, c'est-à-dire dans les deux solvants. Pour l'effet de temps, nous avons étudié ce paramètre uniquement avec le resveratrol. Les réactions de complexation entre resveratrol et DDQ ainsi qu'entre resveratrol et TCME se produisent presque instantanément, atteignant des absorptions maximales à 8 et 5 minutes, comme le montre cette figure. Alors, pour les paramètres énergie de transition, potentiel d'ionisation du donneur et énergie de résonance des complexes au transfert de charge, on a ce tableau qui montre l'ensemble de ces paramètres ou bien de ces facteurs
Donc, on remarque des valeurs élevées d'énergie de résonance, ce qui atteste la stabilité remarquable des complexes de transfert de charge fournis. Pour la détermination de la force de l'oscillateur F et du moment dipolaire de transition ainsi que les paramètres thermodynamiques des complexes de transfert de charge formés lors de cette étude, on a les résultats suivants. Donc, on a des valeurs positives de l'enthalpie libre, c'est-à-dire nos réactions sont endothermiques. Des valeurs négatives de l'énergie libre indiquent la formation spontanée des complexes de transfert de charge. L'énergie libre devient de plus en plus négative avec l'augmentation des valeurs des KCT. La force d'oscillateur élevée indique une forte interaction entre le donneur et l'accepteur. Le moment dipolaire élevé confirme la formation d'une sphère interne D plus A-. Deuxièmement, l'étude des complexes à l'état solide. Les complexes obtenus lors de la réaction avec les donneurs, bien entre les donneurs et les accepteurs à l'état solide, obtenus en mélangeant une solution équimolaire saturée du donneur et de l'accepteur à température ambiante dans le méthanol. Donc les mélanges résultants ont été agités pendant 72 heures. Les précipités obtenus ont été filtrés et séchés et caractérisés par infrarouge et RMN du proton. Là, pour la caractérisation du complexe de transfert de charge par infrarouge et RMN du proton, j'ai choisi la caractérisation pour le complexe hespéridine DDQ. Donc, on a les spectres A de DDQ, spectre infrarouge de la DDQ, B, c'est le spectre infrarouge de l'hespéridine, et C, c'est le spectre infrarouge de leur complexe de transfert de charge. Alors, on a observé que la fréquence CN et CCL, du groupement CN et CCL dans les complexes de transfert de charge avec la DDQ ont été diminués. Pour les spectres infrarouges de tétracyanoéthylène, rétine et leur complexe de transfert de charge, on a ces spectres. Alors, les fréquences de vibration de CH et CN et CO et CC dans le complexe de transfert de charge ont été décalées vers des valeurs inférieures à celles correspondantes au spectre du donneur et de l'accepteur. Deuxièmement, la fréquence de vibration du OH dans le complexe de transfert de charge a subi un changement batocran par rapport à celui du donneur libre. Le signal CN observé du complexe de transfert de charge diminue en intensité, tandis que les signaux des OH et CH du complexe de transfert de charge augmentent en intensité. Pour la caractérisation par RMN du proton, j'ai choisi le spectre RMN de la routine libre et du complexe rétine-cyano. Donc, A, c'est la routine libre, le spectre du proton de la routine libre. B, c'est leur complexe dans le diamètre. L'interprétation de ce spectre. Alors, la plupart des déplacements chimiques pour les H, la fraction sucre du complexe de transfert de charge entre la répine et le tétracyanoéthylène n'ont pas été affectés par le transfert de charge et sont les mêmes pour la répine des deux. Alors que les protons aux positions 6 et 8 ainsi qu'à la position 5RH dans la répine libre ont été décalés vers le bas dans le complexe rétine-cyaneux, et cela indique que ces protons sont plus susceptibles d'être transférés de la répine au tétracyanoéthylène. Alors, comme conclusion, on a prévu
que la composition ou bien la stoichiométrie des complexes de transfert de charge était de 1,1. La formation des complexes de transfert, la constante de formation, ou bien on a la formation des complexes, on est arrivé à la formation des complexes de transfert de charge de grande stabilité en raison des KCT élevés. Les réactions de complexation étaient endothermiques, spontanées et provoquaient l'augmentation d'entropie. Donc, pour nos perspectives, c'est l'étude des activités biologiques et des propriétés biologiques de ces complexes de transfert de charge formés et les comparer avec celles des donneurs libres ou bien des donneurs purs. Et merci.